Et bonjour à toutes et à tous, c'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 21. On va revenir sur l'actualité politique de ces derniers jours, sur la possibilité que le gouvernement de Bayrou soit renversé la semaine prochaine avec le dépôt d'une nouvelle motion de censure, sur la situation internationale, bien sûr, et puis on va faire le bilan aussi de l'Assemblée représentative du mouvement insoumis qui avait lieu le week-end dernier. C'est Manu refait l'actu, c'est le numéro 21, et c'est parti. Alors cette semaine, c'était la fin du fameux conclave. Vous savez, le conclave, c'était cette réunion, organisée par, Bayrou, qu'il avait en quelque sorte concédé au Parti socialiste, que le Parti socialiste était très content d'avoir arraché, en faisant croire que ce conclave, il pouvait aboutir sur l'abrogation de la réforme des retraites, de la retraite à 64 ans, qui est passée en force, il y a maintenant 2 ans par 49.3, malgré une mobilisation très puissante dans le pays. Et cette réforme des retraites, cette retraite à 64 ans, ça fait maintenant depuis des mois et des mois qu'on se bat pour obtenir son abrogation. Et au moment où François Bayrou a été installé comme nouveau Premier ministre, il y avait la possibilité qu'il ne puisse pas présenter son budget. Il a essayé de le faire par 49.3, on a déposé des motions de censure. Et pour survivre, pour gagner du temps, pour obtenir l'indulgence du Parti socialiste, pour obtenir la non-censure du Parti socialiste, il a inventé ce fameux conclave. Et en inventant ce fameux conclave, il a fait croire que ce fameux conclave allait pouvoir discuter de tout, et y compris de la question de l'âge de départ à la retraite. Assez vite, une fois que ces réunions ont été mises en place, tout le monde a réalisé ce que nous avions dit depuis le début, c'est qu'à partir du moment où vous mettiez autour de la même table les syndicats des salariés, et encore pas tous, parce que François Bayrou avait décidé d'en mettre de côté, et les syndicats du patronat, et ben forcément ça ne pouvait pas aboutir sur un élément de consensus qui revenait à renverser l'âge de départ à la retraite, à ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans. On l'avait dit depuis le début, ce conclave, il visait et il revenait à donner un droit de veto au MEDEF, et comme le MEDEF a dit depuis le début qu'il n'était pas question pour lui de revenir sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans, bah, le conclave ne pouvait pas aboutir sur autre chose. Bon, les socialistes ont fait semblant de croire que ça pouvait aboutir sur autre chose, et puis après plusieurs mois, lors de la dernière réunion du conclave, tout le monde a réalisé non seulement que la question de l'âge de départ à la retraite n'était plus en débat, mais en plus que, y compris en mettant de côté cette question-là, il n'y avait pas d'accord entre les organisations de salariés qui restaient, parce que la CGT, Force ouvrière, avait déjà quitté la table des négociations, et le patronat. Et donc il n'y avait pas d'accord, et que ce conclave se soldait évidemment par un échec. Sur cette base-là, nous avons dit et nous avons proposé à nouveau à tous les groupes de gauche à l'Assemblée nationale de déposer une motion de censure. On en a déjà déposé 6 depuis que François Bayrou est Premier ministre, et on en avait déjà déposé plusieurs quand Barnier était Premier ministre, et c'est ce qui avait conduit à la chute de Barnier. Donc nous avons proposé de déposer cette motion de censure, et des motions de censure vont sans doute être examinées en début de semaine prochaine, et peuvent peut-être conduire à la chute du gouvernement de François Bayrou. Je dis peut-être, parce qu'à partir du moment où l'ensemble des groupes de gauche disent qu'ils vont voter cette motion de censure, en fait, la question va dépendre de savoir si le Rassemblement national fait le choix de protéger encore Bayrou, de protéger encore Macron, comme il l'a déjà fait à de multiples reprises ces derniers mois. Et c'est quand même important de souligner qu'un parti politique qui, au moment des élections, fait comme s'il était dans l'opposition, faisait comme si c'était le vrai opposant à Macron, à Bayrou, passe son temps sur les plateaux de télévision à dire que la politique de Bayrou, c'est une politique catastrophique pour le pays, mais quand il a l'opportunité de renverser le gouvernement, il dit non, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, on verra plus tard, à l'automne, etc. C'est vraiment une opposition de pacotille. Ces gens sont vraiment les faire-valoir et les garants de la continuité de la politique de Macron et de Bayrou. Au moment où ils peuvent faire quelque chose pour le peuple, pour le pays, au moment où ils peuvent faire tomber un gouvernement qui non seulement ne veut pas abroger la réforme des retraites, non seulement ne veut pas revenir à la retraite à 62 ans, mais en plus fait n'importe quoi, a une politique budgétaire qui se traduit par de plus en plus d'efforts qui sont demandés aux Françaises et aux Français, par l'augmentation par exemple des factures d'électricité à venir, prévoit encore des économies de l'ordre de plusieurs milliards, de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour le prochain budget à la fin de l'année, par exemple des économies dans les dépenses de santé, bref, fait une politique qui est une politique pas en faveur du peuple, en faveur des puissants, puisque le gouvernement rejette toute mise à contribution des plus riches pour solder le budget et pour boucler les problèmes de déficit. Et donc au moment où on a l'opportunité de renverser le gouvernement, eh ben, le Rassemblement national va encore servir de sauveur
de la Macronie, de sauveur de Bayrou, de sauveur de Macron. Voilà, et ça devrait se passer en début de semaine prochaine, alors que vous avez même des sondages qui disent qu'une majorité des Français sont pour la censure du gouvernement, et même une majorité des électrices et des électeurs du Rassemblement national. Donc la prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui vous dit que le Rassemblement national, c'est la vraie opposition à la Macronie, bah, vous pourrez lui rappeler que non seulement ils avaient déjà pas voté les motions de censure précédentes, mais en plus là, ils s'apprêtent à nouveau à ne pas voter cette motion de censure. Bon, le Parti socialiste a l'air de vouloir revenir dans le camp de la censure. Bon, on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas les conséquences de la non-censure, puisqu'ils n'ont pas censuré la dernière fois Bayrou, et en ne censurant pas Bayrou la dernière fois, ils ont prétendu qu'ils allaient obtenir un meilleur budget, qu'ils allaient obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. 4-5 mois plus tard, ils n'ont rien obtenu du tout. Ils ont obtenu 5 mois de politique de Bayrou en plus. Ils ont obtenu les saillies de plus en plus racistes et islamophobes de Retailleau qu'ils ont laissé comme ça occuper cette fonction de ministre de l'Intérieur, alors que sa simple présence en tant que ministre de l'Intérieur aurait dû justifier une censure de ce gouvernement immédiatement. Mais maintenant, ils se réveillent et ils font comme s'ils se rendaient compte à ce moment-là que Bayrou les avait piégés. Donc on n'oublie pas, on prend les voix parce qu'on a besoin que toute la gauche soit dans l'opposition, que toute la gauche vote la motion de censure, mais on n'oublie pas leur manque de constance, leur manque de cohérence, leur manque de sérieux dans la bataille qu'il faut mener aujourd'hui contre la Macronie pour alléger les souffrances du peuple. Et maintenant qu'ils reviennent dans le camp de la censure, voilà qu'on apprend ces derniers jours qu'ils veulent déposer leur motion de censure tout seuls, avec personne d'autre, sans les insoumis, sans les communistes, sans les écologistes. Bon, franchement, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, c'est même ridicule. Ça empêchera pas évidemment de notre côté qu'on cherche à déposer une autre motion de censure et qu'on vote toutes les motions de censure de gauche parce que l'objectif c'est de faire tomber le gouvernement. Mais le Parti socialiste a montré à nouveau qu'on pouvait pas lui faire confiance tout simplement. L'autre élément dans l'actualité, c'est la situation internationale qui a connu de nombreux rebondissements ces dernières semaines avec les attaques israéliennes contre l'Iran, violation du droit international que la France n'a pas été capable de condamner, puis avec les bombardements américains sur l'Iran, violation du droit international, que la France n'a pas été capable de condamner. Et puis finalement, ces derniers jours, on apprend qu'il y a un cessez-le-feu qui a été décidé entre Israël et l'Iran. C'est bien qu'il y ait un cessez-le-feu, évidemment. Je pense que tout le monde est favorable à ce que la paix revienne de manière plus générale dans toute cette région. Mais ça ne nous fera pas oublier que s'il y a un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran aujourd'hui, Israël continue de mener un génocide à Gaza et le gouvernement de M. Netanyahou continue sa colonisation en Cisjordanie, a frappé le Liban, a frappé la Syrie, a frappé l'Iran et continue à massacrer aujourd'hui à Gaza, refuse de livrer l'aide humanitaire nécessaire. Peut-être vous avez vu ces images de distribution de l'aide humanitaire qui est catastrophique, qui se traduit par des centaines de morts à chaque fois, a arrêté des ressortissants européens, y compris des ressortissants français qui étaient sur la flottille de la Liberté pour aller briser le blocus humanitaire à Gaza, sans qu'il y ait un mot de la diplomatie française pour dire non, non, mais vous touchez pas aux ressortissants français, vous les arrêtez pas de manière illégale dans les eaux internationales, vous les détenez pas de manière illégale dans vos prisons, vous les maltraitez pas. Et franchement, la France, c'est encore, par la voix du président de la République Emmanuel Macron, c'est ridiculisé à nouveau dans cette affaire. On nous dit oui, mais il s'agissait de faire une attaque préventive. Mais les attaques préventives, ça n'existe pas en droit international. Et si vous souhaitez que un pays comme l'Iran n'ait pas accès à bombes nucléaires, eh ben, il faut le faire par la voie de la diplomatie. C'est le chemin que nous avons emprunté il y a quelques années, qui avait conduit à la mise au point d'un accord sur le nucléaire iranien que l'Iran respectait scrupuleusement et Donald Trump, lors de son premier quinquennat comme président des États-Unis d'Amérique, a décidé unilatéralement de sortir de cet accord. Et aujourd'hui, on nous dit, bah oui, mais l'Iran va développer son nucléaire. Eh ben, si on veut pas que l'Iran ait accès à la bombe nucléaire, parce qu'on veut pas que d'autres pays aient accès à la bombe nucléaire, et ce serait bien que on rappelle dans ce débat-là que il y a 4 pays dans le monde qui n'ont pas signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont Israël, qui s'est doté de l'arme nucléaire en toute illégalité, c'est-à-dire sans avoir signé cet accord, ce traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Mais si vous voulez pas qu'un autre pays puisse avoir accès à la bombe nucléaire, bah faut respecter les accords qu'on passe avec eux. Et en tout état de cause, il n'y a pas d'attaque préventive, il n'y a pas de guerre préventive qui existe dans le droit international. On nous dit oui, mais le régime iranien maltraite sa population. C'est vrai. On nous dit oui, mais le régime iranien détient en otage 2 personnes françaises. C'est vrai. Évidemment. Et nous demandons la libération et nous n'avons pas attendu que M. Netanyahou bombarde les civils iraniens
pour savoir qu'il fallait soutenir les opposants au régime iranien, les gens menacés de mort, les gens condamnés à mort, qu'il fallait appeler à la libération et tout faire pour obtenir la libération de nos otages là-bas. Mais tout le monde sait très bien que ce n'est pas en bombardant l'Iran qu'on va régler ces problèmes et que la démocratie, elle ne vient pas de l'extérieur, elle n'arrive pas par des bombes, qu'il faut soutenir la société civile iranienne et que M. Netanyahou n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit dans le monde et qu'il n'est pas l'importateur de la démocratie dans des pays où il n'y en aurait pas. Quand on voit comment il traite aujourd'hui la population israélienne, comment il y a aujourd'hui en Israël une situation d'apartheid, c'est-à-dire une situation dans laquelle l'ensemble de la population israélienne n'a pas les mêmes droits, et quand on voit qu'il est aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour les actions criminelles que l'armée israélienne et le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou commet aujourd'hui à Gaza. Donc oui, il fallait un cessez-le-feu, mais la France aurait dû faire entendre sa voix de manière beaucoup plus forte pour dire que ces actions-là, elles étaient inacceptables, que la France restait attachée et devait rester attachée au droit international et que ce droit international, il doit s'appliquer pour tout le monde de la même manière, qu'il ne peut pas s'appliquer à géométrie variable, parce que si c'est à géométrie variable, alors c'est plus un droit international. Et cette séquence, elle leur a fait beaucoup de mal au respect du droit international, le respect du droit international qui est la garantie pour que, à l'échelle internationale, ça soit pas la loi du plus fort qui régisse les relations entre pays. Donc on a besoin plus que jamais de retrouver une parole de la France qui soit une parole forte, une parole qui soit capable de dire non, une parole qui soit capable pas seulement de faire des mots à la télévision pour dire que ce qui se passe à Gaza est inacceptable, mais de prendre des actes de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou, de décréter un embargo sur les armes, que ce soit pas seulement les dockers de Fosse Marseille, à qui je veux rendre hommage évidemment, qui a besoin de bloquer les embarcations, de bloquer le chargement de conteneurs contenant des composants militaires sur des bateaux à destination d'Israël, mais que la France décrète un embargo sur les armes, des sanctions économiques, un embargo sur les armes, la reconnaissance de l'État de Palestine à cause de l'intervention de Netanyahou. La conférence qui était prévue par Macron a été annulée, mais il n'y a pas besoin d'avoir cette conférence pour décider de la reconnaissance de l'État de Palestine. Macron peut décider de le faire demain, s'il le souhaite. C'est une simple décision de la France de reconnaître cet État, comme l'a fait par exemple l'Espagne il y a quelques mois, et ils n'ont pas attendu d'avoir une conférence internationale sur ce sujet. Et j'entends en France, on me dit oui, mais on peut pas le faire tout seul, parce que sinon on va être isolé. Mais il y a 75% des États dans le monde qui reconnaissent aujourd'hui l'État de Palestine. Donc c'est en ne le reconnaissant pas qu'on est isolé, et c'est précisément en le reconnaissant qu'on ne sera pas isolé. Voilà ce que la France peut prendre comme mesure immédiate. Elle peut aussi agir au niveau européen pour rompre les accords de coopération économique. Et nos communes peuvent agir aussi en faisant pression, en mettant et en suspendant les jumelages qui sont décidés aujourd'hui entre des villes françaises et des villes israéliennes, en disant qu'on ne se jumelle pas avec une ville dans un État qui viole aujourd'hui le droit international, et que on doit utiliser tous les leviers à notre disposition pour agir, pour mettre fin au génocide à Gaza, et vous savez que vous pouvez compter sur notre détermination sur ce sujet. Enfin, le week-end dernier, c'était l'Assemblée représentative de la France Insoumise. L'Assemblée représentative de la France Insoumise, c'est tous les 6 mois. Il y a une personne tirée au sort dans chaque département qui vient participer à un moment d'échange avec aussi la coordination du mouvement insoumis. Et en amont de cette réunion, de cet échange, le mouvement insoumis, en profondeur, au sein des groupes d'action, puis au sein des boucles départementales de la France Insoumise, discute des orientations stratégiques et de la manière de s'organiser pour remplir ces orientations stratégiques. C'est un long processus qui dure plusieurs semaines, qui aboutit à cette assemblée représentative, à la discussion de 2 textes, un document d'orientation stratégique qui dit comment on va se positionner dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, puis une feuille de route qui précise les objectifs que se fixe le mouvement, les évolutions aussi que se fixe le mouvement. Et donc ces documents-là, ils ont été travaillés lors de cette assemblée représentative, et aujourd'hui ils sont soumis au vote de tous les insoumis jusqu'au lundi 7 juillet prochain. Alors si vous êtes insoumis et que vous n'avez pas encore voté, c'est très important de voter sur ces documents, c'est très important de les consulter, de se les approprier. Ils définissent notre orientation, ils donnent aussi des éléments où on en est par exemple de la préparation des prochaines élections municipales, où on a déjà réuni 500 assemblées dans des communes, c'est à peu près 90% des communes de plus de 50 000 habitants, c'est plus de la moitié des communes de plus de 20 000 habitants dans lesquelles il y a déjà eu une assemblée communale de la France Insoumise, et il va y en avoir encore dans
dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ces 300 binômes de chefs de file pour les élections municipales qui ont d'ores et déjà été désignés par la France insoumise. Donc vous voyez, on se prépare pour toutes les prochaines échéances. Échéance municipale, évidemment, c'est celle de l'année prochaine. Et puis, échéance de 2027, ou même avant, si nous avons des élections législatives anticipées ou des élections présidentielles anticipées. La France insoumise, elle est en dynamique. Elle a gagné encore près de 5000 militantes et militants dans les groupes d'action depuis le début de l'année. On continue à progresser, malgré le dénigrement, malgré les insultes, malgré les calomnies que vous pouvez entendre dans les médias. La France insoumise, c'est un mouvement utile au peuple. C'est un mouvement qui travaille pour transformer la société, pour rendre le pouvoir au peuple, pour passer à la 6e République, pour partager les richesses, pour faire face à l'urgence climatique et environnementale, pour établir une parole forte, une parole de paix pour la France. Et pour ça, on a besoin de votre engagement, de votre mobilisation. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre le mouvement insoumis, à rejoindre ces groupes d'action, à s'engager à nos côtés, à militer comme vous pouvez sur le terrain, sur les réseaux sociaux, en partageant cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne, en partageant l'ensemble des contenus que l'on produit. Ça participe aussi de la bataille politique que l'on mène. Et nous, on n'a pas les médias de Bolloré, on n'a pas l'argent de Bolloré pour faire des campagnes de propagande, mais on a la force du nombre qui se met en mouvement. Et ça dépend de chacune et de chacun d'entre vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre attention, merci de votre écoute. On compte sur vous. À bientôt. Bye bye. Ciao.